radio à recevoir Daft Punk dans ses studios. C'est Énergie. Énergie. On vous en parle depuis des semaines, c'est maintenant que ça se passe sur Énergie, sur internet, sur la terre entière, sur énergie.fr, c'est l'événement. Le groupe français numéro 1 partout, ils sont en face de moi dans le studio, ils sont à visage découvert. Vous allez passer 1 heure sur Énergie avec les Daft Punk. Salut les garçons. Salut. Salut Thomas, salut Guiman. Alors je sais que j'ai beaucoup de chance parce que c'est vrai que rares sont les animateurs radio comme ça qui ont pu accueillir les Daft Punk dans leur studio. Là vous jouez à l'extérieur. Ouais. Vous n'êtes pas à la maison, vous êtes chez nous, mais vous êtes les bienvenus à Énergie en tout cas. Vous avez permis en plus à quelques auditeurs de venir assister à cette émission, de vous poser leurs questions en face à face. Je vais vous les présenter dans un instant. Je voulais démarrer avec vous parce que depuis le 20 mai on a lu beaucoup de choses sur l'album Random Access Memories, numéro 1 dans plus de 20 pays. On a lu toutes sortes d'articles, d'interviews écrites, mais on vous a pas entendu. On est le 13 juin là aujourd'hui, ça fait quasiment un mois que l'album est sorti. Comment vous avez vécu à la fois la sortie de l'album, l'engouement sur Facebook, Twitter, tout ce qui s'est passé depuis un mois? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre public qui vous écoute ce soir sur Énergie, Thomas? Je pense qu'on est très heureux d'avoir travaillé pendant 4 ou 5 ans sur ce disque et finalement d'avoir pu le partager cette année avec l'extérieur et d'être témoin comme ça de cette réaction enthousiaste de la part des gens. Nous, on a fait ce disque avec beaucoup de générosité, beaucoup d'enthousiasme, avec vraiment un peu en circuit fermé comme ça, avec plein de musiciens. On s'est énormément amusé et ça nous fait effectivement plaisir et ça nous surprend comme ça de se dire que voilà, les gens nous ont pas totalement oubliés. Au contraire, les gens semblent apprécier la musique. C'est vraiment la musique avant tout en fait. Guiman, après tant d'années, est-ce qu'on a encore peur avant la sortie d'un album? Peur, si non, on s'appelle Daft Punk. non, peur, c'est pas de la peur, donc on prend le temps de faire vraiment ce qu'on a envie de sortir, d'être sûr que ça soit bien, donc que ça marche ou pas en fait. Du moment qu'on est content de ce qu'on a fait, qu'on est sûr qu'on a envie de le partager avec le monde, que ça marche ou pas. Je vais pas dire que c'est pas mieux que ça marche et c'est sûr qu'on est hyper surpris et content, mais c'est pas de la peur parce qu'on accepte que ça marche, que ça fasse un flop ou que ça soit un succès. Le principal, c'est que Thomas et moi, on soit contents de notre passion, quoi. Quel est le souvenir le plus marquant que vous gardez de la préparation de cet album? J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais s'il y en a un qui devait comme ça revenir à votre esprit. Je pense, c'est difficile. Hein, ouais. Ce qui est bizarre, c'est effectivement plusieurs années de travail comme ça, concentré en 74 minutes de musique. Donc il y a un côté un peu fou, pas très raisonnable, mais le fait d'être en studio, par exemple, avec Nile Rodgers, qui est notre guitariste préféré, le producteur de Chic, comme ça, et de faire de la musique avec lui, alors que ces disques ont bercé un peu toute notre enfance. C'était un moment un peu irréel, qui était quelque chose d'extrêmement jouissif et de très, voilà, de totalement irréel qui nous a vraiment marqué. Maintenant, je pense que tout le processus de création musicale sur ces années peut être rempli de peur, d'angoisse, de doute, de se demander exactement qu'est-ce qu'on fait. Une fois que le disque est terminé, comme le disait Guiman, c'est pas vraiment de la peur. On pouvait être effectivement assez curieux et assez excité de se dire voilà, on a fait un disque qui ressemble pas vraiment au disque d'aujourd'hui, qui ressemble pas vraiment à ce que on entend à la radio aujourd'hui. Et donc on était il y a peut-être 2-3 mois assez curieux de se demander si les gens connecteraient avec cette musique où il y a des batteurs, de la guitare, à un moment où il y a la musique, principalement la dance music, est pas vraiment fabriquée comme ça aujourd'hui. Donc on avait envie de proposer un parfum différent ou quelque chose de différent, pas du tout en réaction, en opposition avec la musique. On prend souvent un peu l'exemple d'un parfum de glace, où si tout le monde mange de la glace à la fraise, ça veut pas, si on propose de la pistache ou du chocolat, ça veut pas dire qu'on n'aime pas la glace à la fraise, mais c'est vrai que on avait une volonté de variété, de diversité, d'éclectisme et d'ouverture d'esprit musical dans ce disque, et on est très
très heureux aujourd'hui et très surpris de voir que c'est quelque chose que le public semble valider. Alors il y a Céline qui est avec nous. Bonjour Céline, qui a gagné la chance. Mets-toi près du micro, tu vas pouvoir poser ta question au Daft Punk. Céline dans le studio, vas-y, je t'en prie, on t'écoute. Je voulais vous demander pourquoi un tel changement de style comparé à l'album Discovery. On n'a pas vraiment l'impression de changer dans le style que ça. Le gros changement, si on compare avec Discovery, c'est et même avec notre disque d'avant, c'est vraiment le remplacement de la boîte à rythme, des boîtes à rythme par un batteur. Et si tu prends un morceau comme Around the World par exemple, où c'était un morceau qui pour nous à l'époque était très influencé comme ça par le disco et par des morceaux de Chic et de Nile Rodgers par exemple, et que ce soit Around the World ou One More Time, on a un peu l'impression aujourd'hui de faire la même musique mais pas de la même manière en fait. Et c'est vrai que on avait envie d'essayer des choses différentes. On a toujours essayé un peu à chaque disque de changer de style ou pas, mais en tout cas de s'exprimer de façon différente. Le disque qu'on a fait juste avant ce disque-là, c'était la musique de Tron, qui était une musique de film avec un orchestre. Donc on n'a pas vraiment envie de se répéter, de faire la même chose deux fois. Et puis c'était aussi un peu un rêve d'enfant justement, de se dire voilà, on a toujours travaillé dans une chambre à la maison, et là on a la possibilité d'aller dans des studios d'enregistrement, de travailler avec ces musiciens qui sont plus tout jeunes forcément, et de se dire voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire il y a 10 ans et qu'on pourra sans doute pas faire dans 10 ans. Donc voilà, donc la méthode et le processus est différent, mais au final c'est toujours notre musique, et c'est toujours la même énergie ou la même émotion qu'on essaye de capturer dans cette musique. Profitez-en pendant 1 heure, c'est pas tous les jours que ça arrive, hein. Ils sont ici sur Énergie dans nos studios, les Daft Punk, Guy-Man, Thomas, leur spécial avec les Daft Punk. On démarre avec Get Lucky sur Énergie pour vous souhaiter la bienvenue. Les superstars Daft Punk en interview sur Énergie. Ouais, c'est clair, c'est l'événement que la terre entière nous envie. Les Daft Punk sont ici sur Énergie. 13 nouveaux titres sur le nouvel album Random Access Memories. Alors c'est Gonzalez qui a fait avec vous le titre Within, qui vous compare à des réalisateurs de films quand vous êtes en studio. Ça veut dire quoi, et comment ça se passe surtout entre vous deux? Est-ce que chacun a sa spécialité? Qui fait quoi? Comment ça marche? Disons que Thomas va être plus technique, donc il est plus calé en technique, mais tout le reste, que ça soit du début, de la jeunesse des morceaux, des idées, des directions initiales, on fait tout ensemble. En fait, on est toujours ensemble, quels que soient les stades de la musique, on est ensemble, et puis on progresse comme ça en ping-pong sur nos avis. On diffère pas trop sur nos avis, on est toujours d'accord quasiment depuis le temps qu'on se connaît. On avait 12 et 13 ans, donc c'est comme un vieux couple, quoi. Mais en gros, on est du début à la fin, on accompagne le bébé jusqu'au bout, quoi. Alors on va parler cinéma, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai rapport entre vous et le cinéma, hein. Thomas, toi t'as fait les zigs de films pour Gaspard Noé, Irréversible, Enter the Void. Guy-Man, toi t'as produit le Nicole de Kavinsky, qui est devenu la BO de Drive 2012. T'en as parlé, vous avez fait la BO de Tron, l'héritage. Sur le titre Touch aussi, il y a Paul Williams qui a joué dans Phantom of the Paradise de Brian De Palma, donc il y a un vrai univers aussi cinéma à l'intérieur de votre duo, et évidemment sur cet album Random Access Memories. Finalement, votre collaboration avec Giorgio Moroder, elle était inévitable, non? Un grand monsieur du cinéma et de la musique de... je sais pas si elle était inévitable, parce qu'en fait c'est lui qui nous a contactés un jour pour prendre un café. On était aux États-Unis, donc c'était bien sûr quelque chose qu'on aurait voulu. Il nous a proposé de boire un café, donc on était ok, mais on n'aurait peut-être pas eu la démarche d'aller le voir, même si c'est une de nos idoles. Mais c'est lui qui a fait le premier pas, et de fil en aiguille, on avait un morceau comme ça sur une étagère, une démo qu'on avait depuis quelques années, qui pouvait correspondre vraiment à tout son univers et son style, et on lui a proposé, et puis il a tilté tout de suite, et puis voilà, quoi. Mais c'était pas toutes les collaborations de l'album, un peu tous les chanteurs, tous les gens avec qui on a pu collaborer, ça a été des rencontres un peu au hasard. Rencontrer Pharrell dans un hôtel à 2h du matin, un jour à Londres.
rencontré Panda Bear parce qu'il voulait qu'on fasse un remix de son album solo Tomboy il y a 2 ans. Et nous, on lui a proposé en échange, parce qu'on faisait plus de remix depuis des années, plutôt de l'inviter à chanter sur une des démos qu'on avait aussi. Donc ça n'a jamais été on veut bosser avec un tel, plutôt que le hasard de la vie. Et le résultat fait qu'on en est content et vraiment le jeu aussi, donc c'est cool. Il est super sympa le résultat, vas-y, passe-en un extrait, Jérém. Ça s'appelle Giorgio by Moroder, hein, c'est le morceau qui est sur l'album Random Access Memories. Alors Giorgio Moroder, 3 Oscars, hein, on vous souhaite la même pour le futur. Midnight Express, What a Feeling dans Flashdance, Take My Breath Away pour Top Gun, c'est tout ce qu'il a produit, il a fait aussi la zig de Scarface, donc voilà, Giorgio Moroder, c'est du lourd avec les Daft Punk sur l'album. Giorgio Moroder qui a quand même été épaté par les petits jeunes, il dit, j'ai vu vos vidéos sur le site, et épaté par votre souci du détail. Alors là, il faut m'expliquer, notamment quand il s'est pointé en studio lors d'une séance d'enregistrement, il y avait 3 micros différents, c'est ça Thomas? Il y avait un micro dans les années 60, 70, 80, 90, et lui il a dit mais je sais pas, pourquoi il y a 3 micros différents, et l'ingé son lui a dit mais toi tu fais peut-être pas la différence quand tu parles dans les micros, mais Thomas lui il l'a fait. C'est une histoire amusante, non mais encore une fois on en revient à l'idée de passer autant de temps pour faire aussi peu de musique. Donc nous on vient de cette scène comme ça de house music et de Chicago house music qui était une scène de musique où on a appris à expérimenter, à essayer des choses. On a un peu l'impression d'être des débutants permanents. Ce disque pour nous c'était vraiment le premier disque qu'on a fait en studio, et c'est aussi ça qu'on recherche, c'est à chaque fois de pas se dire ah ça y est on a de l'expérience, on connaît ça, et si on connaît on passe à autre chose. Quand on a fait la musique de Tron, c'était la première fois qu'on le faisait aussi, donc on s'est retrouvés un peu comme ça, comme si on était un peu des stagiaires pendant un an et demi chez Disney à essayer de comprendre comment on fait une musique de film, à essayer de mettre un peu notre propre twist comme ça dessus et notre propre patte sur le processus, et c'est vraiment ce qu'on recherche en fait, ce qu'on a recherché à chaque étape. Donc ce que dit Giorgio peut peut-être nous faire passer pour des gens qui ont de l'expérience, mais au contraire, si on essaye de mettre 3 micros, si on essaye de faire quelque chose, c'est avec beaucoup de candeur, beaucoup de simplicité, beaucoup de naïveté, en se disant tiens on va essayer ça pourrait être marrant. Peut-être que ça peut faire quelque chose un résultat différent. Après, ce souci du détail et ce perfectionnisme comme ça, c'est le souci du travail bien fait aussi. Et c'est récompensé par le succès aussi que vous avez avec cet album. Donc c'est bien aussi de se dire que tiens, si on est perfectionniste et si on a le souci du détail et que ça paye derrière, c'est plutôt bien, quoi. Oui, après c'est une question d'élégance, mais c'est vrai que c'est le fait de travailler aussi longtemps sur un disque et que le disque ait du succès, on se dit bah tiens, on n'était peut-être pas complètement aussi fou que ça, et puis ça valait le coup finalement. Donc c'est vrai que dans ce sens-là, ça permet de pas devenir complètement fou. L'album il s'appelle Random Access Memories, c'est la spéciale Daft Punk sur Énergie. Ne bougez pas, il y a 5 auditeurs qui ont gagné la chance d'assister à l'émission dans le studio face aux Daft Punk qui sont à visage découvert ici à la radio. On se fait ça dans un instant, l'échange questions-réponses. Ne bougez pas, on se retrouve tout de suite sur Énergie, ne bougez pas. La seule radio à recevoir Daft Punk dans ses studios, c'est Énergie. Énergie. Comment c'est mortel, vous passez 1 heure sur Énergie avec les Daft Punk, vous avez trop de la chance, 8 ans qu'on attendait ça, le grand retour. Il y en a en plus qui ont plus de chance que vous qui êtes derrière la radio, parce qu'il y en a qui sont dans le studio avec les Daft Punk. Voilà, en face du groupe numéro 1 dans le monde entier, il y a Fela qui est là, qui arrive de Belgique. Bonjour Fela. Bonjour. Je te présente les Daft Punk, Guiman, Thomas, Guiman, Fela, voilà. Bonjour Fela. Bonjour. T'arrives d'où de Belgique? De Bruxelles. De Bruxelles, très bien, pose ta question aux Daft Punk. Alors moi je voudrais savoir si vous comptiez remixer votre nouvel album en fait. On a fait un remix de Get Lucky pour l'instant. Donc voilà, on en est là. Ouais, on a dit effectivement qu'on allait remixer des morceaux de l'album. Pour l'instant, on a juste commencé à faire morceau par morceau, et on a terminé un remix de Get Lucky qui va sortir, je pense, dans quelques temps. Mais pour l'été, quoi. Ouais, pour l'été. Je n'ai pas exactement la date exacte. Et sera dans quelles ambiances les remixes? Parce qu'il y avait une question aussi, avez-vous un projet jazz ou classique, comme par exemple celui de Jeff Miles avec l'Orchestre Philharmonique de Montpellier, ou le projet du label allemand Compact qui a demandé à Gregor Schwellenbach de jouer les titres techno en classique? Est-ce que ça c'est
c'est possible? Est-ce que les remixes que vous allez faire de l'album... Tout est possible, mais là, non, là c'est un remix, c'est un remix et à la fois c'est une version de Get Lucky qui dure à peu près 10 minutes 30 ou 11 minutes. D'accord. Et qui prend le temps comme ça d'explorer un peu d'autres allées, mais on essaye de faire toujours les choses avec un minimum de surprises. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parlait du présent tout à l'heure. Là, il va y avoir un Daft Punk remix de Get Lucky qui va sortir, et puis on peut imaginer ensuite continuer à remixer certains morceaux d'album au fur et à mesure. Après, par rapport à utiliser des orchestres ou des projets de jazz comme ça, bon, déjà c'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans l'album, donc où on a enregistré des orchestres aussi au Capitole aux États-Unis, et à la base aussi des musiciens de studio qui sont des musiciens de jazz aussi assez confirmés, expérimentés, mais on essaye toujours de faire des trucs qu'on n'a pas encore fait, et des trucs des fois que les gens n'ont pas encore fait non plus, donc on verra, mais ouais, tout est possible, et c'est cette approche et cette idée qu'on aime bien alimenter aussi dans l'idée de dire voilà, on peut s'attendre à tout. C'est ça qui nous plaît aussi, voilà. Alors il y a une vraie question qui est arrivée sur le net, c'est à quand les prochains lives, les prochains concerts? La dernière fois qu'on vous a vu, c'était je crois au Madison Square Garden de New York avec les Phoenix, la dernière fois qu'on vous a vu sur scène. Ouais. À quand un retour de Daft, quoi? Il y a une vraie réponse à la vraie question. Alors. Il n'y a pas de plan pour l'instant. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, ouais. Il n'y a rien, quoi. Non. C'est pas qu'il n'y a rien, c'est qu'on est en plein, l'album vient de sortir. On a mis 5 ans à faire ça, à se concentrer là-dessus. Et maintenant, il est disponible. On continue à travailler donc, dessus, sur toute la promo, tout ça. Et on n'aime pas faire deux choses en même temps. Comme disait Thomas, on a sorti seulement 4 albums depuis qu'on fait Daft Punk, donc c'est vraiment très lent. Et je pense que prendre son temps, c'est typiquement ce qui fait que... On a toujours envie en fait de plus, nous. Voilà, ouais, ça c'est sûr, c'est marrant, c'est que tout le monde attend l'album. Get Lucky était sorti, l'album il arrive, l'album est là, on s'imagine déjà le Stade de France. Voilà, tout le monde veut un peu plus, mais nous en fait on a notre rythme, et pour l'instant, bien sûr que ça serait génial, mais c'est étape par étape, et puis là l'album vient de sortir, donc on est encore bien dedans. Là. D'accord, alors moi aujourd'hui je vous ai ramené le premier album, je crois que j'ai acheté avec mon argent de poche. J'avais 15-16 ans. Je remercie ma daronne d'ailleurs de m'avoir filé les thunes pour acheter le disque à l'époque. C'est Homework. Donc c'est quoi, 96, 97, non? 96, tu vois, il y a marqué derrière. 96, mais il y a des morceaux même de 93. Et le truc, tu vois, il a vécu. Hein. Le boîtier est tout cassé, c'est le boîtier d'origine. Mais au moins, je l'ai gardé. Voilà, je me suis dit, un jour, peut-être, je rencontrerai les Daft Punk et je leur ferai dédicacer l'album. On parlait de Giorgio Moroder tout à l'heure. Lui, il paraît qu'aujourd'hui, quand il écoute les morceaux de Donna Summer qu'il a produit, qu'il a composé, Love to Love You Baby, I Feel Love, il bloque sur certaines parties du morceau, sur des lignes de basse qu'il trouve pas très justes. Et c'est pour ça, quand il bossait avec vous, il s'est dit, putain, les mecs, ils ont un souci du détail que moi, j'avais pas à mon époque. Et je me demande si vous, quand vous écoutez les anciens morceaux, par exemple les titres de l'album Homework, est-ce que vous avez des blocages sur des trucs que vous avez fait? Vous dites c'est pas... On fait toujours au mieux, comme je disais tout à l'heure, pour qu'on soit complètement content à 100%, mais ça c'est pas possible. Donc. Quand on cède l'intérieur, on nous a expliqué une histoire marrante justement par rapport à ça. C'est le morceau Love to Love You Baby, donc qui était le premier gros tube de Donna Summer qui dure 16 minutes ou 17 minutes, je sais pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait fait une version de 4 minutes. Bon, c'était bien avant les ordinateurs aujourd'hui, ça paraît peut-être bizarre, mais donc il fait une version de 4 minutes et la maison de disques américaine, un label qui s'appelait Casablanca à l'époque, le patron, Neil Bogart, lui dit « Ouais, c'est super, mais faudrait en faire une version de 16 minutes. » Et à l'époque, on pouvait pas... Enfin, c'était pas non plus boucler le truc pendant 16 minutes, c'était vraiment faire une version de 16 minutes et il avait que 4 minutes. Et donc il m'a expliqué comment il a recontacté les musiciens 3 ou 4 mois plus tard comme ça, et il a fait une sorte de break où il y a la rythmique qui s'en va, et à ce moment-là il y a le bassiste qui reprend la ligne de basse, et ensuite tous les musiciens reprennent le morceau, et il a étendu, reproduit comme ça 10 ou 12 minutes supplémentaires, mais en se disant on n'a jamais réussi à exactement retrouver
le son de la batterie et surtout le son de la basse. Et à un moment, la basse, elle change de son un petit peu. Et ça l'a énervé pendant jusqu'à aujourd'hui, quoi, pendant 30 ans. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans cet album qu'on vient de sortir, où on se disait, voilà, on va pas essayer d'utiliser la technologie comme une béquille pour gommer les imperfections de la vie comme ça, plus que de se dire, voilà, on va vraiment essayer de capturer la magie de l'instant, la magie des performances des musiciens. Alors avant d'écouter d'autres sons de Random Access Memories, moi je voulais absolument passer un classique de Homework, ça va me rappeler plein de souvenirs, puis vous qui êtes derrière la radio, ça va vous rappeler des souvenirs. On se fait Around the World sur Homework, c'est la spéciale Daft Punk sur Énergie, les garçons sont là, il y a 5 auditeurs qui ont gagné la chance d'assister à cette émission exceptionnelle ici dans les studios à Énergie, la spéciale Daft Punk. La seule radio à recevoir Daft Punk dans ses studios, c'est Énergie. Énergie. Ouais, c'est le retour le plus attendu de l'année. Les Daft Punk sont sur Énergie dans nos studios pour un moment plus qu'exceptionnel. C'est vrai que c'est super rare de vous avoir au micro, Thomas et Guiman, à visage découvert. Alors justement, avec la folie Twitter, Facebook, Instagram qu'il n'y avait pas pour les précédentes sorties d'albums, est-ce que c'est encore facile ou est-ce que c'est encore plus dur de rester discret? C'est très très facile. C'est très... Quelle est la technique Daft Punk pour rester discret? Bon, on va parler d'un truc à New York où vous étiez sorti d'une radio à 10 avec tout le staff et toute la maison de disques, et puis comme il y avait des photographes en bas, vous avez tous mis un masque en carton et puis vous êtes dispersion dans les rues de Manhattan pour... C'est vrai ou pas ça? Il y a plein de techniques différentes, on en apprend tous les jours. Non, c'est vrai que on aime bien comme ça cultiver le secret, être le plus discret possible pour pouvoir créer l'art qu'on a envie de créer et puis pour pouvoir le partager de cette façon-là. Et puis continuer à avoir une vie qui est peut-être pas la même que tout le monde, mais interagir avec les gens, n'importe qui, et d'avoir une relation saine et qui soit pas faussée par le côté star par rapport à... C'est quelque chose d'important de pouvoir aller à la boulangerie. Mais justement, quand d'interagir avec les gens de façon normale, on n'a jamais voulu être séparés dans une tour d'ivoire du reste du monde et dire tout le monde est pareil. Mais moi j'admire ça, mais quand vous êtes pas Daft Punk, quand vous enlevez le masque, quand je sais pas, quand vous êtes plus Superman, quand vous redevenez Clark Kent, là, vous faites quoi comme les gens tu parlais d'aller à la boulangerie, mais on vous reconnaît dans la rue. Non mais est-ce que Daft Punk, je sais pas, McDo c'est possible? Est-ce que c'est possible? Ouais. Disons que depuis la sortie de l'album, là, il y a un gros rush, une grosse attention sur nous, donc c'est vrai que avec Twitter, Facebook, il y a beaucoup. Ça y était pas avant aussi, ça. Ça y était pas du tout. Photos qui ressortent sur Internet. Là, d'un coup, ça ressort vachement. Après, bon, c'est vrai que depuis que l'album est sorti. Donc là, vous vous cachez un peu plus. On se cache pas plus, mais on se fait reconnaître un peu plus. On continue notre vie de tous les jours. Après, je pense que les gens, depuis 20 ans qu'on fait ça, ont su respecter notre démarche. Ouais. Ont compris que c'était une démarche artistique et que c'était plus intéressant et que ça a amené à tout le monde plus de surprises, qu'on ait choisi d'être des robots comme ça et d'avoir de pouvoir créer en amenant ces robots, mettre ces robots dans des histoires, dans des contextes, dans un film, dans des vidéos, créer, parce qu'on n'est pas spécialement on n'est pas danseurs, on n'est pas chanteurs, on joue des instruments mais pas à la perfection du tout, donc on n'est pas des performeurs quoi. Mais en créant ces robots et en proposant de les mettre dans plein de contextes, ça nous permettait d'être créatifs en plus de la musique simplement. Et puis pour les gens, apparemment, depuis qu'on fait ça, ça les motive et ça plaît à tout le monde. Mais les gens viennent vous parler dans la rue quand ils vous croisent, discrètement comme ça... Ouais, un petit peu. Ils viennent discrètement aussi, c'est marrant. D'accord. Non, c'est pas. Mais c'est plus difficile qu'avant, évidemment. C'est beaucoup plus difficile qu'avant de garder la surprise. En fait, le secret, il est vraiment basé aussi sur cette idée de la surprise, l'idée de garder la surprise de la musique jusqu'au dernier moment. Donc voilà, c'est comment continuer à mettre du papier d'emballage autour des cadeaux quand on fait un cadeau. Donc après on pourrait se dire tiens, c'est marrant, on n'a plus besoin on enlève le papier d'emballage, on donne le ticket de caisse et puis il y a peut-être un côté un peu moins poétique, mais c'est vrai qu'on essaye vraiment de garder et c'est vraiment principalement ce qui a changé. Le reste, la musique, tout le processus, sur les 20 ans,
ça n'a pas vraiment changé, ce caractère instinctif pour nous et cette spontanéité qu'on a. Mais quand on se dit que Discovery est sorti et que c'était à l'album que les codeurs et que Mark Zuckerberg écoutait en inventant Facebook. Alors donc avant l'invention de Facebook, et que Human After All, je crois, est sorti même avant Instagram ou Twitter, tout ça. Le monde va définitivement beaucoup plus vite que nous, et on communique tous les 5-6 ans. Et aujourd'hui, les gens communiquent toutes les 5 secondes, donc on se sent un peu en décalage. On est un peu déconnecté. Mais c'est pour ça qu'on a envie de savoir ce que vous faites dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je pose la question de savoir si vous allez au cinéma, si vous allez. C'est pas le dernier film que vous avez vu au cinéma, par exemple, c'était quoi? Moi, j'ai vu The Bling Ring hier. D'accord. Au cinéma. Tranquille. Tranquille. Ouais. Peinard. Ouais. Les courses au supermarché, c'est possible aussi. Je veux dire. Ouais, bien sûr. Il y a pas de stress là. Non. Et puis prendre le métro aussi, c'est pratique. Mais le métro, le Vélib'. Ouais, on n'a pas de voiture. Ouais, bien sûr. Mais c'est incroyable ça. Non, c'est pas incroyable. Jusque là, ça marche quand ça sera plus le cas. Vous allez au match de foot, vous allez dans non, ça joue à FIFA à la console, ça. Non, on est trop vieux. Enfin, non, t'es trop vieux. T'es trop vieux pour jouer à FIFA. Alors attends, Jamel est avec nous. Jamel, qui a fait le déplacement aussi, qui est un auditeur chanceux en face des Daft Punk. Raconte-nous, Jamel. Hello les robots. Non, pour l'anecdote, j'avais croisé Guiman sur un guichet de billets. C'était assez drôle. T'avais une question toi pour les Daft Punk. Et puis déjà je voudrais au nom de tous les fans vous remercier pour votre musique, sincèrement. Elle nous motive, elle nous rend chaleureux, elle nous fait traverser les épreuves et tout. Et tous les fans vous en remercient et ils ont suivi votre virage artistique avec passion. Et donc j'aimerais savoir à long terme quels vont être vos projets, que ce soit cinématographique. Je crois que tu sais, en étant un fan invétéré de ce qu'on fait, tu sais que c'est toujours une surprise. Alors il y a Thierry à Lyon, ce sera la dernière question de l'émission. On vous a vu à New York avec Carly Kloss, qui est une mannequin de chez Victoria's Secret. Vous étiez en tournage dans les rues de New York. C'était pourquoi? Ça, c'est totalement trop une surprise. Une surprise de plus. Non mais quand on vous voit, c'est grillé, c'est même plus une surprise. On sait que vous avez tourné, c'était quoi, un clip, un truc, un top secret. Allez. Juste un truc avant de partir, juste s'il te plaît. Le seul truc qu'on peut dire, c'est c'était nous. Déjà. D'accord. Donc c'est déjà, on aurait pu se dire, ah tiens, c'est des imitateurs. Mais c'est juste. Ah non, on a signé des contrats pour rien dire. Pour rien dire. Mais alors, mais le résultat, on le voit quand alors? Bientôt là ou on verra. On saura que dalle en fait. On ne sait pas s'il y a une tournée, on ne sait pas s'il y aura des prochains films, des prochaines participations à Hollywood. Hollywood vous a contacté pour faire des films. Les Français ils ont la cote, Oblivion c'était M83, vous avez fait Tron. Ouais, non. Il y a rien de neuf. Tu vas me dire que tu as encore signé de la paperasse avec. Non, mais il y a toujours beaucoup de propositions dans tous les sens. Voilà, après on a parlé des surprises, du papier cadeau autour des cadeaux. C'est vraiment la façon notre façon de faire et c'est comme ça, c'est plus amusant. Ouais, je pense que les fans et l'audience aiment bien les surprises, quoi. Okay. J'aurais essayé. On a réussi à garder l'album jusqu'à la fin et qu'il sorte. Je veux pas qu'on me dise après, Lionel, putain, ils étaient en face de toi, t'as rien dit, tu chies dans la colle. Non mais c'est nous, on répond pas. Ok. On termine l'émission avec une phrase de Nile Rodgers qui résume ce que tu disais, Thomas. Il a dit: face à un monde tourmenté, les meilleurs artistes vous permettent de vous sentir bien. Il a dit en anglais, ça veut make you feel good. Yeah. C'est exactement ce qu'on pense. Je suis content. Enfin, je pense qu'on est très reconnaissant de tous les gens qui aiment bien l'album et j'espère qu'on leur a apporté un peu de bonheur, de soleil et de chaleur dans ce moment difficile. Oh, c'est cool en tout cas de vous avoir reçu ici à la radio. Beaucoup. Merci. C'était Thomas et Guiman que vous pouvez applaudir très très fort. C'était la spéciale Daft Punk sur Énergie, Lose Yourself to Dance.